vidéo. Je mets en route ici. Donc là, on est bon. J'attends que je ferme la porte, puis vous commencez. Ok, très bien. Est-ce que tu peux ranger ça un peu au milieu, là? Ça va juste. Comme ça, j'ai un... On est bon? Oui. Bonne émission. Merci. Merci, merci. Merci, Romain. merci. Bon, mais... Ok. Ok, et 3, 2, 1. Ok, let's go. Bon, mais bienvenue à Contre-Culture Vue du Bouèche, une autre émission que pour cette émission, j'ai le plaisir de présenter Paul Elie, propriétaire de CBD Serre, où il propose les produits de la belle fleur de cannabis légale. Il est installé depuis 2022, une date avec une importance, donc on parlera plus tard dans l'émission. D'abord, j'aimerais que Paul il se présente un peu. Bonjour. Merci KTB Radio de m'avoir invité, à Scott aussi. Je suis très content, c'est très sympathique. Je m'appelle Paul, je suis né en 1983 à Gap. Il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans, j'ai ouvert une boutique de CBD à Gap, qui est toujours d'actualité bien sûr, c'est très bien, où je propose toutes sortes de produits à base de chanvre et des fleurs de chanvre à l'état brut aussi. Donc je disais, je suis né à Gap en 1983. Je suis resté, donc je suis né dans le coin, je suis resté dans le coin jusqu'à l'âge de 3 ans. Après on a migré du côté d'Avignon, et après à l'âge de 5 ans on a migré du côté de Rouen en Normandie, dans la banlieue rouennaise, voilà. Mais je revenais toujours en vacances tous les étés sur la commune de Serres ou de la Bâtie-Montsaléon. J'ai mon grand-père qui habite à la Bâtie-Montsaléon, qui est un agriculteur à la retraite, et donc voilà, j'ai des bons souvenirs ici, et voilà. Merci Paul. Bon, mais avant qu'on entame le reste de ton parcours, j'aimerais avertir, ou pas avertir, mais expliquer un peu ou donner le contexte de cannabis. Comme ailleurs, le sujet cannabis en France n'est pas anodin. C'est ni anodin ni simple. Il faut commencer, vu que c'est notre émission, c'est à propos de contre-culture vue du Bouèche. Il faut avertir, et pour les jeunes qui ne savent pas, parce que certains des auditeurs plus jeunes, ils vont peut-être pas être aussi conscients de l'importance de la plante de cannabis interdite, et comment c'est devenu un symbole du mouvement contre-culture des années 60 et au-delà, très fortement. Et aussi, il a une histoire d'illégalité qui remonte un peu, même si c'est quelque chose qui fait partie de la culture galloise pendant des millénaires, d'après les recherches archéologiques. D'abord, on commence avec Napoléon, pourquoi pas. Il était le premier représentant de l'État français à avoir interdit l'usage du cannabis. Cette interdiction promulguée en 1800 suite d'une tentative d'assassinat de Napoléon à son arrivée à Alexandrie par quelqu'un qui était censé être sous influence du cannabis au moment de l'acte. Le cannabis est véritablement interdit lors de la Première Guerre mondiale, à la suite de l'explosion de son utilisation par les soldats français, qui fait penser pour moi de l'explosion d'usage de cannabis par les soldats américains en Vietnam. Mais ça c'est la Première Guerre mondiale.
Et le cannabis étant alors considéré comme une substance démoralisant les soldats français. Donc c'est vrai que le cannabis, ça te donne pas envie de tuer. Ce que on peut dire que c'est pas toujours une mauvaise chose. Bon, mais brièvement sur l'opinion publique, parce qu'il n'y a pas que l'État qui compte. Dans l'opinion publique, on voit une évolution assez intéressante depuis 10 ans. En 2013, 55% des Français sont opposés à la dépénalisation du cannabis. 84% estiment que l'interdiction constitue une atteinte à la liberté individuelle. Donc c'est une forte opposition d'opinion. Et on voit à peu près 10 ans plus tard, ça bascule. 51% des Français prononcent en faveur de la dépénalisation. Et 47% des non-consommateurs, ce qui est intéressant, sont aussi en faveur de la dépénalisation. Et voilà, ça c'est la fin du petit récit. On revient sur Paul. Est-ce que tu peux parler un peu de ton parcours personnel avec la plante avant ton intérêt et ton engagement avec le CBD? Alors, ça a été il y a très très longtemps. J'étais très jeune, j'avais 12 ans. Voilà, j'avais subi un traumatisme psychologique et affectif très fort. J'avais eu, suite à l'abandon de mon père, dans l'année qui a suivi tout de suite ce moment fort de ma vie, que sans aucune explication, voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est vraiment quelque chose qui arrive comme ça du jour au lendemain. Les gens sont toujours là, sont toujours vivants, mais bon, ils ne veulent plus vous assumer, vous ne savez pas pourquoi. Et bon, voilà, face à ça, je me suis automatiquement braqué, bloqué. Et j'ai toujours été un enfant qui jouait dehors depuis l'âge de 5 ans. Donc moi, j'ai toujours vécu dans les campagnes, des choses comme ça. Donc j'ai toujours été dehors. Et quand on arrivait là-bas dans la banlieue, on était dans les HLM au début. Donc on jouait dehors, voilà, avec tous les enfants dehors. Donc on était un peu plus libre de faire ce qu'on voulait. Et voilà, donc à l'âge de 12 ans, je jouais. Et puis j'ai découvert le cannabis, des gens qui fumaient du cannabis. Et j'ai fumé ça. Et pendant 15, 20 minutes, 30 minutes, j'ai rigolé. Et je me suis vraiment libéré, comme par exemple, j'assimilerais ça quand je vais faire ça m'est déjà arrivé de faire de la plongée avec un masque et un tuba, sans bouteille d'oxygène. Mais quand on est sous l'eau, on retient notre respiration, on pense plus à rien. Et c'est vraiment des très bonnes façons de pouvoir s'extérioriser. Quand on a 12 ans, bon, c'est compliqué, on pense pas forcément à tout ça, on connaît pas tout ça. Il y a les parents, bon, il y a ma mère qui était là, il y avait moi, ma grande sœur, ma petite sœur, c'était assez compliqué, il fallait gérer tout ça. J'ai toujours regardé ça secret et ça m'a aidé à traverser mon adolescence et ça a résolu aucun problème. Mais justement, ça m'a permis de rester cool et de pas basculer peut-être dans des décisions qui auraient pu être radicales. Quand on est adolescent, on peut vite peut-être penser mettre fin à ses jours, on peut penser qu'on fait faire des bêtises parce que voilà, donc du coup c'est quelque chose, une plante qui m'a réchauffé le cœur, qui m'a aidé, et puis je me suis intéressé à ça. Et après, du fait que c'était interdit, puis que je voyais bien que finalement c'était pas quelque chose qui était mauvais, et puis je commençais à m'intéresser à ça, et puis j'ai découvert aussi la musique, Bob Marley, et qu'il y avait finalement beaucoup de gens qui consommaient cette plante, même des amis à moi. Et voilà, ça faisait du bien à tout le monde, et puis on voyait pas ça. Au début, on a voyé ça comme une drogue, un interdit. Mais quand on a commencé à voir ce que c'était, voilà, le tabac à côté était dangereux, ça c'était pas un problème. Mais justement, j'aimerais comprendre un peu comment, comme gosse, parmi d'autres gosses, comment vous avez vécu toutes les possibilités de s'intoxiquer, l'alcool, le tabac, etc. Si tu te rappelles. J'ai fumé du tabac bêtement parce que c'était les copains fumaient. Alors de moment on s'arrêtait puis fumer une cigarette. Donc du coup j'ai commencé
à fumer. C'est venu dans les mêmes moments, à fumer dans la même année, à fumer du tabac comme ça. Voilà, j'ai essayé de fumer, puis bon, bah, j'arrivais pas, je toussais après jusqu'à temps que j'y arrive. Puis du coup, quand ils faisaient une pause, bah, je fumais une cigarette avec eux. Puis après, bah, du coup, j'en achetais bah, parce que sans me rendre compte, j'étais vraiment addict de la chose. Et du coup, c'est comme ça que j'ai croisé le tabac. Peux-tu me rappeler la question exacte, s'il te plaît? Oui, c'était plutôt, j'aimerais comprendre comment c'était. Par exemple, dans mon cas, c'était un ami qui m'a introduit, qui avait un grand frère, qui avait un peu d'herbe, et il arrive un jour, et il a dit tiens, on va essayer ça, et il sort ce truc, et on tire un taf, et voilà. Donc c'était deux choses à la fois, comment ça se passait autour de vous, et l'autre chose c'est comment c'était aperçu. Parce qu'il y avait des gens chez nous, par exemple, qui s'appelaient les freaks, et les gens qui fumaient ou qui étaient ouverts à les possibilités. Et parmi eux, il y avait aussi les joueurs de football, etc. Mais plutôt pas. Il y avait des gens qui fumaient, des gens qui fumaient pas, par exemple. Ça. Et je me demande si c'était un peu comme ça parmi les jeunes. Moi, ça, c'était à Rouen encore? C'était à Rouen, ouais, c'était à Rouen. Alors oui, alors moi, je suis jeune, j'ai 41 ans. Mais je suis né quand même en 1983. Il y a eu les périodes hippies qui étaient avant, ces choses-là. Il y a eu Woodstock, il y a eu mai 68. C'était pas longtemps avant. Donc je suis un peu quelqu'un qui est né dans les générations après. Et dans tous les endroits où j'ai été, la plupart des gens, parce que j'ai quand même vécu donc à la Bâtiment Saint-Léon, j'ai vécu du côté d'Avignon, j'ai vécu en Normandie dans la ville de Rouen, après dans la banlieue rouennaise, j'ai vécu à Marseille, j'ai vécu à Vennes, bon, j'ai vécu à plein d'endroits différents. Et bon, quand j'étais petit, j'avais jamais entendu une diabolisation, en tout cas pour moi, du cannabis ou quoi que ce soit. Je voyais pas des gens consommer, j'avais jamais vu des gens consommer du cannabis. La première fois où j'en ai vu, c'est quand j'en ai consommé. J'en avais peut-être croisé avant dans une fête de village, des gens qui fumaient, voilà, mais bon, j'avais pas vraiment fait attention. Et du coup, donc, ouais, c'était pas la plante du diable, quoi. Chez moi, bon, ma mère n'en consomme pas, ma famille n'en consommait pas, ils étaient pas pour. J'avais interdiction d'en consommer, mais voilà, c'était moi. En tout cas, moi, quand on m'a dit attention, quand ma mère s'est rendue compte que, par exemple, j'avais bu de l'alcool une fois, elle m'a dit attention, l'alcool, c'est pas comme le cannabis, c'est quelque chose de très dangereux. Et elle savait pas que je fumais. Mais c'était la définition qu'elle m'avait fait. L'alcool, voilà, c'est pas comme le cannabis, c'est dangereux. C'est parce que c'était la vérité. Et après, comment j'ai découvert de fumer? Ben, alors j'étais avec des amis, et puis avec qui je passais tout le temps mes temps libres. Et je traînais avec des gens toujours un peu plus grands que moi, et puis il y avait les grands frères à eux qui traînaient avec nous. Et puis un soir, ils fumaient, en fait, j'ai découvert qu'ils fumaient, et puis bon, j'ai pas trouvé ça bizarre. Pour moi, c'était des gens qui étaient normaux, je jouais tout le temps avec eux, j'allais dormir chez eux, des jeunes normales, quoi. Et puis j'ai fumé pour essayer. Et puis voilà, comme ça s'est passé comme ça. J'ai pas eu l'impression de m'injecter une seringue de drogue dangereuse ou même de boire. J'avais eu une expérience avec l'alcool. Et quand j'étais, donc c'était une année ou deux avant, j'étais en CM2, donc j'étais beaucoup plus jeune, où on avait trouvé de l'alcool avec des amis, et j'avais quand même bu 2 bouteilles de vin, et j'avais vomi, on savait pas ce qu'on faisait, hein. J'avais vomi tout ça, et là j'avais vu que l'alcool était une drogue qui était dangereuse et qui m'avait rapporté aucun truc. Et par contre, oui, quand j'ai découvert le cannabis, j'ai trouvé quelque chose qui m'aidait à avancer, et justement à pas me renfermer sur moi-même, à m'ouvrir envers les autres, les camarades, et puis faire comme si de rien n'était, quoi. Oh, intéressant. Et mais on a un petit creux. Je sais pas si j'ai bien répondu vraiment à la question. Tu as très bien répondu, et c'est moi qui n'étais pas préparé, donc on va espérer que ça va tout couper. Je vais noter le temps. 13 minutes. Ok, parce que je serai obligé de reprendre, parce que j'ai un peu perdu le fil, parce que en fait, j'aimerais parler plus de ton passé, mais on a dû parler de ça avant, parce que je veux pas, donc là maintenant, ça va pas
ça va être coupé maintenant. Mais, et en fait, je vais dire aux gars on entend ça dans le micro, mais bon, tant pis. Est-ce que tu veux parler plus de ton... Moi, j'aimerais, si tu es d'accord, parler de comment tu te trouvais, ton statut social. Par exemple, moi, je suis des classes ouvrières. Ok, et oui. donc, moi, j'ai pas de problème à en parler. Mais voilà, donc moi, j'aimerais parler de ça. Donc, on va reprendre. Ok, je vais oui, dire, oui. bon, mais je vais poser une question. La question, ça va être, alors, est-ce que tu peux parler de ta situation sociale? Bon, voilà, je vais répéter. 3, Donc du 2, coup, 1. Et Paul, est-ce que tu peux parler un peu de ta situation sociale actuel ou à l'époque à l'époque? À l'époque, alors au niveau, franchement, ma maman était professeure des écoles, donc elle avait un salaire très correct. Après, elle s'occupait quand même de plusieurs enfants en même temps. On roulait pas sur l'or, mais on était habillés correctement, on avait à manger, voilà. Mais bon, c'était pas la joie non plus, mais du coup, on habitait quand même dans la banlieue et on avait le statut social de banlieusard, voilà, de gens qui viennent de la banlieue avec le langage de la banlieue, la façon de s'habiller de la banlieue, la musique de la banlieue et le cannabis qui va aussi avec la banlieue parce que c'est aussi quelque chose qui aide aussi les gens qui sont dans des classes sociales assez basses. Mais nous, ça va, ça allait. Mais bon, on avait une voiture, tout ça, mais c'était pas non plus on partait pas en voyage à l'étranger. Il n'y avait pas la grosse console à la maison, la grande télé, les trucs comme ça. Sur la télé, il n'y en avait pas au début parce que j'ai été élevé sans télé. Donc c'était, oui, moi j'étais dans une classe sociale, ça allait, mais autour de moi, c'était la banlieue, quoi. C'était plus une époque où c'était très... Est-ce que c'est... Mais ta mère était instite, donc Ouais. ça c'est exceptionnel quelque part. Elle est professionnelle. Alors oui, elle était instite et du coup on est venu habiter dans la banlieue. On est parti de la ville pour habiter dans la banlieue et c'est là qu'elle a travaillé en fait dans les écoles de quartier c'est là qu'on est arrivé là-dedans dans cette ville-là. Et elle connaissait tout le monde, tous les gens justement donc du quartier. Voilà, on habitait très proche. Nous, on n'habitait pas dans des immeubles. On habitait dans un logement de fonction, un petit immeuble de 4-5 étages, mais qui n'était pas dans les endroits où ça craignait. Mais bon, c'était à 200 mètres ou à 300 mètres, c'était autour, tout était pareil, tout était mélangé. Mais elle connaissait tout le monde parce que les gens la respectaient beaucoup, parce que voilà, elle travaillait avec les enfants à l'école, elle a toujours été correcte avec tout le monde, toujours, et les gens aussi d'ailleurs. Et tu avais des frères et sœurs? J'ai un grand frère, alors lui il habitait chez son papa parce qu'on n'a pas le même père, mais j'avais ma grande sœur qui habitait là-bas aussi avec nous, et ma petite sœur. Et c'est ta mère qui vient de Saléon Bâtiment? Alors mes parents à la base, à l'époque, ils habitaient à la bâtiment Saléon tous les deux. Ouais. Mais les grands-parents qui sont là? Alors mes grands-parents, oui, j'ai mon grand-père à la bâtiment Saléon. Ouais. Et ça c'est les grands-parents de ta mère? C'est le père de ma mère, oui. Le père de ta mère. Voilà. Le père de ta mère. Et après même, oui, si on remonte avant, ils sont du coin. Bon après sinon on a des origines quand même italiennes, moi du côté de mon père, du côté de ma mère. Mais sinon mon grand-père, lui, il s'est bien ancré ici. D'accord. Bon, mais on va revenir sur l'histoire de CBD. Peut-être avant qu'on parle de ton parcours vers le CBD et avec le projet de boutique, CBD a un drôle d'histoire en France, que tu participes dans cette histoire actuellement, où c'était soi-disant légal, c'est-à-dire possible de le vendre. Les boutiques s'ouvrent partout en France. Les polices arrivent, ils ferment les boutiques déjà en 2018. Et là, il y avait les contradictions dans les arrêtés de l'État. Donc, ils ont rouvert. Il y avait des boutiques encore refermées par l'État, par les polices, en 2022. Et même, il y avait des procès jusqu'aux cours de l'Europe
dans lequel c'était jugé, c'était décidé que la France était en contradiction des lois d'Europe. Donc c'était après, l'Europe a obligé l'État français de justement corriger ces pénalisations de ces activités, que la France, c'était finalement le Conseil d'État qui intervient fin décembre 2022, qui qui officialisait la légalisation de CBD partout en France. Donc ça fait un peu plus qu'1 an. Et c'est justement que 1 semaine, 2 semaines après l'ouverture de ta boutique ICSR. J'aimerais entendre, toi, tu as raconté un peu comment ça se passait pour toi. À l'époque, c'était délicat. Est-ce que tu peux parler d'abord de comment tu es arrivé, commençant avec comment tu as commencé à vendre le CBD et jusqu'à l'ouverture de la boutique? Et ben alors le CBD, j'y avais déjà entendu parler au moment où c'était sorti. On avait le droit de travailler avec. Et j'avais vu qu'il y avait quand même beaucoup de problèmes juridiques. C'était très compliqué. Et puis bon, moi je veux travailler dans un truc honnête et puis pas avoir de soucis. Donc du coup je me suis dit bon, je me lance pas là-dedans, voilà. Et finalement, quelques années plus tard, je me suis mis auto-entrepreneur, artisan, peintre en bâtiment. Et en même temps, je me suis aussi enregistré à la Chambre des commerces pour pouvoir faire du commerce. Parce que j'avais dans le but, avec l'argent que j'ai gagné avec mes chantiers, de mettre de l'argent de côté et d'investir dans un commerce. Et sortir du bâtiment, parce que c'est un domaine que j'aime bien, mais pour la santé, c'est pas trop bon. Et du coup, j'avais pensé à vendre des vêtements ou à vendre du chanvre, le CBD. Et vu que je voyais que les lois avançaient, et puis avant il y avait une marge, on avait le droit d'avoir 0,2% de THC. Donc c'était aussi compliqué d'avoir des génétiques qui étaient stables avec des produits qui n'étaient pas rincés pour pouvoir descendre les taux de THC. Mais bon, voilà, ça pouvait se faire, c'était bien. Donc du coup, je me suis lancé dans l'aventure. Au début, j'ai commencé tout seul à la maison, vu que j'avais le droit, je suis auto-entrepreneur. J'ai investi un peu d'argent, à peu près une somme de 200 €. J'en ai acheté, et mon premier client m'a acheté 25 grammes. Punaise, j'ai dit, mais c'est pas possible. Et bon, j'étais content, et je voyais que comme ça, avec quelques clients, ça fonctionnait bien, ça se faisait. Et puis que, bon, moi j'avais essayé moi-même de voir sur moi les vertus que ça avait, j'avais remarqué des vertus. Mais bon, vu que c'est pas un produit psychotrope, si on n'en a pas besoin, on va remarquer des vertus. Mais si on n'a pas une douleur, on va pas remarquer que ça nous enlève la douleur. Si on n'est pas stressé, on va pas remarquer que ça nous enlève le stress. Si on n'a pas un problème de sommeil, par contre, j'avais remarqué pour la nuit, oui, que même sans avoir de problème de sommeil, quand je me réveillais, je m'étais réveillé avant que le réveil sonne. Voilà, c'est depuis, je me réveille moi avant que le réveil sonne, il n'y a plus aucun problème là-dessus. Donc voilà, j'ai vu vraiment les réelles vertus, j'ai vu les gens qui ont consommé, je me suis un peu questionné sur ce qu'ils avaient, ce qu'ils n'avaient pas, puis j'ai commencé à acheter un plus gros stock, j'ai commencé à faire les marchés pour travailler sur les marchés, commencer à travailler avec. Mais quel marché, puis-je demander ? Le marché de Serres et le marché de Veynes. Le marché de Veynes, je l'ai fait 2 fois, et le marché de Serres, j'ai dû le faire une dizaine de fois maximum. Et puis j'ai trouvé la boutique à louer. Mais c'était en quelles années, le marché ? Alors ça, c'était en 2022, je crois. Ouais, c'est ça, 2022, c'était octobre, même novembre, décembre. Voilà. Okay. Tu sais quoi, maintenant, c'est peut-être c'est l'heure de faire une petite pause musicale. Tu as proposé quelque chose. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, je propose un morceau de Yanis Odua qui s'appelle Chalawa. La musique parlera d'elle-même, voilà. Okay. Ok. Ah, respire, tu veux boire un peu d'eau, c'est bon, on y va ? Allez. Oh. Ok. Et puis, 3, 2, 1. C'est parti. C'est parti. Alors, tu
tu étais en train d'écrire ton parcours jusque ton engagement dans la vente de la culture et la vente de CBD dans les marchés qui t'amène vers l'ouverture de ta boutique. Est-ce que tu peux parler de ça? Comment c'est commencé, les problèmes avec, etc. Alors bon... Et comment tu as trouvé quelqu'un pour te louer une boutique à Serres? Et pourquoi pas Serres? Pourquoi pas Laragne ou Vennes? Alors, tout s'est fait... alors déjà, j'habitais sur la commune de Serres. Vu que j'ai pas de véhicule, j'ai pas le permis. Bon, j'ai un petit 2 roues pour me déplacer à la base. Ça allait de soi un petit peu. Et au niveau de la population, puis si... Je me suis dit, c'est un endroit où il n'y a pas trop de gens qui sont agités, c'est tranquille, il n'y aura pas de problème, de soucis, parce que c'est la base, c'est pas un magasin où il y a un problème. Mais voilà, je trouve que la Ragne, c'est très bien, mais c'est un peu plus agité. Je trouvais que Serres, c'était très bien, même par rapport à Vennes. Vennes, c'est très bien, mais je trouve ça un peu plus agité, donc je me suis dit, à Serres, c'est parfait. Puis-je demander, qu'est-ce que tu veux dire avec agité? Alors c'est qu'en fait, il y a plusieurs clients dans les gens qui viennent acheter du CBD. Il y a des clients qui sont très rares, mais qui peuvent être moins rares suivant là où on est. Si on est par exemple dans une grande ville où les gens consomment, il y a beaucoup de bars, les gens consomment beaucoup d'alcool ou beaucoup d'autres drogues. Ils vont rentrer dans le magasin, ils vont être alcoolisés, ou alors ils consomment des drogues et ils vont pas avoir retrouvé leur drogue, ils vont venir acheter du CBD en pensant peut-être que ça va leur faire quelque chose alors qu'ils vont avoir aucun effet, qu'ils vont désirer. Du coup, c'est un coup à ce qu'ils reviennent alcoolisés dans le magasin en disant ça m'a rien fait ou je sais pas quoi. J'aime pas trop en fait, moi, j'aime pas l'alcool, ça m'arrive d'en consommer, mais je m'écarte même des drogues qui sont toutes ces drogues dures et pour moi qui sont mauvaises. Même si on pourrait peut-être s'en servir pour quelque chose, hein. Chaque drogue peut avoir un côté médical ou des particules, des molécules à isoler, peut-être des choses comme ça. Mais je m'éloigne un peu de tous ces endroits où il y a un peu trop de monde et puis il y a des consommations d'alcool, de choses comme ça. Donc c'est pas une bonne clientèle pour moi dans le magasin. Ça m'intéresse pas. Je préfère travailler avec des gens qui viennent vraiment pour les vertus et qui viennent pour se soigner et pas des... Voilà. C'est fascinant. En fait, quelque part, tu as choisi les ruelles de l'ancienne ville de Serres pour éviter les gens sous d'alcool. Et voilà, pour éviter les problèmes. Et en même temps, ça s'est fait tout seul parce que je cherchais un magasin à louer et je suis rentré dans ce magasin-là et finalement, il n'était pas loué, il était à vendre. Alors bon, j'ai dit mince, c'est pas le même prix du coup. Et il y a une dame qui était dans le magasin qui m'a dit je connais quelqu'un qui loue un magasin dans une ruelle plus haut. Alors j'ai vu le magasin était nickel et j'ai dit bon, c'est pas en plein centre-ville mais justement c'est très bien, comme ça je vais être un peu isolé parce que je sais qu'il y a des gens qui diabolisent toujours le cannabis, hein, parce que le CBD c'est une plante de cannabis, hein, c'est une variété de cannabis qui a pas de THC, c'est tout, ou pas beaucoup, donc c'est quand même du cannabis. Et du coup il y a des gens qui veulent pas venir dans le magasin parce que qui n'auraient pas osé rentrer dans le magasin. Discrétion. Voilà, la discrétion. Il y a des gens même qui le disent, hein, heureusement que c'est là-bas parce que j'aurais du mal à rentrer ou j'aurais du mal à... Déjà à l'ouverture du magasin, j'ai eu des échos avant l'ouverture que des gens de sources sûres n'étaient pas trop d'accord pour que la boutique s'ouvre. Il y a des gens qui pensaient, quand ils ont entendu parler d'huile de cannabis, c'est l'huile qu'on met c'est de l'huile de chanvre, hein, qu'on met sous la langue. Eux, ils ont fait apparenter ça sûrement à de l'huile de cannabis que les gens consommaient avant, qui mettaient ça sur la cigarette avec du THC et des concentrations très fortes de THC. Et en disant il va y avoir des junkies devant le magasin. Enfin, des gens qui ne connaissent pas trop le truc, mais qui parlent avec la peur, hein, parce que la peur fait toujours. Et finalement, comment ça se passait? Et j'ai fait les marchés, j'ai ouvert la boutique. Bon, il y a quand même les forces de l'ordre qui sont venus me voir. Ils ont essayé de voir si jamais ils ont regardé si jamais j'étais dans les règles, j'avais mes analyses, mes choses comme ça. Si tout allait bien, au début ils ont montré qu'ils n'allaient pas laisser passer la moindre erreur ou le moindre truc, quoi, normal, hein, qu'il n'y ait pas de, voilà. Ils ont vu que j'étais correct, que j'étais carré, que j'étais réglo, hein. Je leur ai montré tout ce que je pouvais leur montrer, je leur ai expliqué tout ce que je savais dessus, je leur ai expliqué aussi des choses parce qu'ils étaient pas forcément, c'est pas forcément leur boulot non plus, voilà. Et donc du coup on a appris à se connaître, quoi, façon de parler, et du coup ça se passe très bien. Ils sont revenus me voir en me proposant bien évidemment leur soutien comme pour n'importe quel citoyen ou n'importe quel commerçant,
Voilà, il n'y a aucun problème. S'il y a un problème dans la boutique, je peux les appeler, de pas laisser de l'argent liquide dans la boutique, de voilà, pas trop de stock, de faire attention que j'ai un rideau de fer ou un système d'alarme. Voilà, ils se sont inquiétés pour moi. Voilà. Et la mairie ils ont soutenu. Ils étaient super contents parce que je suis parti me présenter à la mairie à la base au début et je comptais me présenter aussi à la gendarmerie, mais j'ai pas eu le temps de le faire, que je les ai croisés sur les marchés. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et la mairie était super content, surtout qu'il y a un nouveau commerce encore qui s'ouvre dans la rue, dans cette rue-là, parce que c'est une rue très ancienne de Serres. Et c'était une rue avant où il y avait tous les magasins. Bon, maintenant il en reste que 3-4 magasins, 3-4 magasins. Voilà, donc du coup ils étaient très contents et puis ils n'avaient aucun problème avec le chanvre. Aucun problème, ils avaient bien compris le truc, c'est pas une drogue, il n'y a pas de souci, voilà. Il y a des gens qui le comprennent pas, après bon, c'est une question de culture. C'est une question aussi de peut-être qu'ils ont envie de lire des articles qui vont leur convenir en disant que c'est pas bon, ou que même le cannabis, voilà, avec du THC ou n'importe. Bon, après je tiens bien à préciser, dans le magasin il n'y a que des produits de chanvre, il n'y a pas d'autre chose. Bon voilà, tout à l'heure je parlais de cannabis, ça c'est des histoires qui ont fait partie de mon parcours, qui ont fait partie de ma vie. Voilà, et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait peut-être des choses qu'on nous expliquait, qu'on nous apprenait, et même qu'on voulait nous faire entrer dans l'éducation, et qui étaient interdites alors qu'en fait elles étaient, qu'on disait que c'était pas bon alors qu'en fait finalement c'était bénéfique. Et ça a été un rêve pour moi en fait, voilà. Donc après avoir connu cette plante là, ça aurait été un rêve pour moi pendant des années de travailler avec cette plante et légalement, voilà. Donc quand ça a pu se faire, bon voilà, je me suis dit tiens, t'as rencontré cette plante là une fois, bon là c'est une autre variété de cette plante là, justement, qui est très bien parce que voilà, c'est légal. Du coup, ouais, parce que c'est une plante qui est de légende, donc du coup je me suis dit il y a une voie légale, autant la prendre. Et puis partir du bâtiment, quoi. Et là, j'ai pu quitter le travail dans le bâtiment, oui, et m'occuper du chanvre. Oui. Et alors, toi, tu fais la culture toi-même sous le soleil? Alors oui, c'est depuis la dernière saison, donc là, l'année dernière, au mois de juin, j'ai envoyé une récolte, une culture dehors en plein soleil, en plein air, oui, pour pouvoir fournir le magasin, et fournir aussi d'autres magasins et proposer, voilà, agrandir l'entreprise pour aller vers une entreprise de grossiste, donc une culture et aussi de grossiste, pour proposer mes produits sur le marché, voilà. Donc ton entreprise est aussi grossiste. C'est ça, voilà. Tu fais détail et grossiste. C'est ça, voilà. Donc il y a le magasin qui détaille, il y a la culture, l'entreprise de Baronis Farm, qui est l'entreprise qui est la ferme de culture, qui cultive, et Cannabio France, qui vend en gros. Et qui vend les produits que Baronis Farm produit. Voilà, mais pas que. Vend aussi des produits que d'autres producteurs produisent. Voilà. Et tu habites à la Bâtiment-Saléon. La Bâtiment-Saléon. Avec ton fils? Avec mon fils, oui, Umberto, oui. Oui. Et est-ce que tu peux parler un peu de les effets bénéfiques de CBD? Et il faut avertir que on peut pas parler des effets thérapeutiques. Oui, on peut pas. Oui. Non, mais oui. Donc voilà, oui, donc c'est considéré comme une plante pas du tout médicinale en France. Voilà. Donc voilà, on peut pas parler même de prescription ou de traitement. C'est thérapeutique. Oui. C'est thérapeutique. Mais ça, c'est pas vrai partout, hein, il faut le dire aussi. C'est pas vrai partout, il y a plein de pays dans le monde. Hein, et en fait, même pas des pays, hein, c'est quand on regarde les scientifiques du monde entier qui font des études, parce qu'il y a des scientifiques qui habitent en France, qui font des études en France, mais aussi ils font des études en association avec d'autres scientifiques dans le monde entier. C'est pas une plante, c'est une plante médicinale. Voilà. Le cannabis, c'est une plante médicinale. Ouais, tu peux parler de certains de ces effets bénéfiques? Alors, le cannabis CBD, qu'on appelle le cannabis CBD, oui, ça a des effets très bénéfiques sur les gens qui ont des douleurs d'articulation, par exemple, sur des gens qui ont des problèmes de sommeil, sur des gens qui ont des problèmes de stress. En fait, ça va avoir les mêmes effets que le cannabis avec du THC, sauf qu'il n'y a pas cet effet qui va être psychotrope.
Donc ça veut dire que ça va avoir beaucoup de vertus, donc ça va être un antidouleur, ça va être un antispasmodique, ça va être un antivomitif, ça va être bon pour l'asthme, ça va être bon pour la maladie de Crohn, pour la maladie de Lyme, pour les gens qui ont le sida, pour des gens qui ont le cancer, pour des gens... En fait, ça fonctionne avec beaucoup de choses. Si on a une rage dedans, on pourra consommer autant de chanvre qu'on veut, faire une tisane de 5 litres... ou le fumer, parce que les gens le fument, c'est pas vendu pour, mais c'est pas interdit de le fumer. Et voilà, on s'enlèvera pas la douleur dentaire. Par contre, tout ce qui est articulation musculaire, et même au niveau de l'esprit, hein, les gens qui sont stressés, il y a des gens maintenant qui sont plus stressés toute la journée. Il y a des gens qui prenaient 6 Codoliprane, il y a des gens qui prennent plus 6 Codoliprane dans la journée. C'est quand même merveilleux. Et les docteurs, et les neurologues, les professionnels de la santé, préconisent à leurs clients de plus en plus d'aller dans une boutique qui vend du CBD pour essayer le chanvre à la place de commencer avec des médicaments qui vont pas être bons pour la santé. Et est-ce que tu as les clients qui viennent dans la boutique et disent mon docteur m'a proposé de chercher? Oui, c'est les professionnels de la santé les professionnels de la santé qui leur disent essayez qu'est-ce que vous pensez, vous ne voudrez pas essayer le chanvre. Alors ils peuvent pas prescrire parce que c'est pas voilà, mais c'est comme s'ils leur prescrivaient en fait, hein, c'est pareil, voilà. Il y a le chanvre, essayez. Alors eux ils sont pas plus au courant que ça, mais ils voient sur les études et sur les résultats qu'il y a, ils voient bien que voilà, il y a du résultat, et puis même leurs clients doivent leur dire aussi qu'il y a des résultats. Et est-ce qu'il y avait des gens qui ont venu dans la boutique quand tu as ouvert, qui étaient contre, qui ont dit tiens, qu'est-ce que vous faites là, on n'aime pas que vous soyez là. Alors, franchement, est-ce que c'est changé, ou est-ce que tu as remarqué les changements chez les gens? Alors moi, je savais qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément pour. Je savais à peu près qui, sans qu'ils sachent que je sache que moi je savais qu'ils voulaient pas trop ce truc-là. Oui. En fait, c'est parce qu'ils connaissaient pas trop, ou autre. Et du coup, sinon j'ai été très bien accueilli par tout le voisinage, les gens étaient très, très cordiaux avec moi. Les habitants, j'ai pas entendu de réflexion, même quand les gens marchaient, parce que quand je suis dans la boutique, j'entends très bien ce qu'on dit dehors, même quand la porte est fermée. Ça a été très bien. Après, il y avait des gens, par contre, des gens qui étaient un peu sceptiques au début. Je les voyais après, ils tournaient un peu en rond devant la boutique au fur et à mesure, puis il y en a qui sont rentrés puis qui vont dire j'ai du mal à dormir, ou j'ai mal au dos, ou j'ai ça. Est-ce que tu penses que finalement, mais c'est pas dangereux, vraiment il n'y a pas d'addiction? J'ai dit si on parle vraiment du truc, la molécule de la drogue, c'est le THC. Il n'y en a pas. Là, par exemple, tout à l'heure, je regardais, pour être sûr et pas dire de bêtises, l'OMS, ils préconisent, ils disent que pour eux, un chanvre avec du CBD et avec pas plus de 2%, donc on n'est pas sur 0,2, pas plus de 2% de THC, on ne peut pas le considérer comme étant dans une catégorie de drogue niveau 5, qui est la catégorie la plus élevée, et qu'on doit la mettre dans la catégorie numéro 1, les drogues les moins fortes. Parce que c'est vraiment pas... Jusqu'à 0,2, ils disent que pour eux, il n'y a aucun problème sur la santé, ni sur l'addiction, ou quoi que ce soit. Donc il n'y aura pas de problème. Enfin, à 2%. 2%, les gens, je pense, qu'ils ressentiraient quand même les effets du THC automatiquement. Donc on voit que finalement, c'est... Il faut qu'il y ait un petit peu de THC, même 0,3%, on reste dans la légalité, parce qu'il faut qu'il y ait ce cannabinoïde-là, pour qu'il ait vraiment un effet d'entourage avec les autres cannabinoïdes et que c'est vraiment toutes les vertus. Parce qu'il y a des produits où il n'y en a pas dedans, ça fonctionne très bien, mais c'est pas des produits des mieux, et du coup c'est des produits où on a dû isoler les cannabinoïdes. Donc de les isoler, ça demande des transformations soit chimiques, ou soit il n'y a pas de transformation, mais ça demande de les isoler en laboratoire, et donc de passer par des solvants qui sont pas forcément très bien. Et puis finalement ça va être sous forme de cristal. Même, il n'y a pas besoin d'être chimiste quand on voit une chose sous forme de cristal. Puis quand on voit à côté une fraise, si on goûte le cristal qu'il a un goût de fraise, et même qu'il aura les apports nutritifs de la fraise, on voit quand même que c'est mieux de manger la fraise. C'est logique. C'est un bel exemple, parce que parmi ces fleurs,
ils ont vraiment le goût de fruits, quoi. Certaines de ces races de cannabis qui sont évoluent à travers les années, depuis quelques années, ils ont un goût de fruits. Alors ça a beaucoup de goût, ça a beaucoup de goût, ça a un goût de fruits, il y en a qui ont des goûts de fraises, hein, il y en a qui ont des goûts de citron, il y en a qui ont des goûts de mangue citron, il y en a qui ont des goûts d'ananas, de banane, il y a vraiment plusieurs variétés. Et en fait, c'est logique parce que c'est les terpènes qui font ça. Les terpènes, c'est le nom qu'on donne à ce qui donne le goût à tout végétal dans la nature. Donc le citron aura des terpènes, je crois que c'est le limonène, et on le retrouve aussi dans le cannabis, hein. Et ces terpènes ont aussi des vertus qui vont jouer avec les cannabinoïdes. Quand ils sont en couple aussi, c'est pareil, ça va accentuer certaines vertus des cannabinoïdes. Et du coup, non, il y a des goûts qui sont très bons. C'est naturel dans le cannabis, donc pourquoi pas les exploiter. Et du coup, les gens qui fabriquent des variétés, ça s'appelle les breeders, hein, qui font les croisements avec les plantes mâles, les plantes femelles, jouent justement sur les goûts aussi avec des plantes pour avoir des goûts toujours plus à la demande de la clientèle, des goûts tropicaux, des goûts de fruits, Et est-ce que tu as des clients qui étaient sceptiques, qui maintenant viennent dans la boutique et disent « Tiens, voilà, ça m'a beaucoup aidé, mais j'aimerais essayer un autre goût, un autre arôme ». Alors, il y a des moments des gens qui viennent et puis qui disent « Oui, non, ça va pas me plaire, pas un truc qui a un goût de fruit. Ça va pas me plaire. » Parce que aussi, alors c'est pas pour... Je me prends pas pour le maître du CBD ou avoir les meilleurs produits du monde, mais je suis quelqu'un qui recherche beaucoup des produits spécifiques, donc des produits qui sont avec le moins d'engrais possible, même si c'est dans du bio, même si c'est avec du caca de cheval ou n'importe quoi, qui est le moins de produits possible dedans, et que la plante est poussée le plus naturellement possible. Pour une raison, c'est pour que les vertus soient au top, et pour qu'elles agissent vraiment le mieux, et qu'elles soient, voilà, ça serait comme une pureté dans les vertus, on va dire. Et du coup, des moments, les gens, donc voilà, ils ont goûté des plantes qui avaient des goûts fruités, mais ils ont goûté pas les bonnes plantes, ils ont goûté des plantes qui avaient des goûts fruités parce que c'est les engrais qui avaient donné ce goût-là aux plantes. Et du coup, ils vont pas aimer, ou ils sont restés sur un truc, parmi ils vont venir en me disant je voudrais de la amnésia, parce que c'est une variété de plantes qui est très connue. Et parce qu'ils en ont déjà goûté dans un autre endroit, je leur dirais oui, mais vous avez peut-être acheté ailleurs, mais ça serait peut-être la même ici ou la même ailleurs. C'est le nom que quelqu'un va donner à une plante, et ça se trouve, des moments où on va vous la vendre, c'est même pas cette variété-là à la base. Oui. Mais voilà, moi je demande encore, si tu peux parler de tes expériences avec les clients qui reviennent vers toi. Alors ils sont contents, ils sont très contents. Et les sceptiques, alors les gens qui étaient au début un peu sceptiques, c'est pareil, il y a toujours du succès, parce que ça fonctionne bien, donc généralement ils sont contents, et tant qu'ils ont besoin Alors après, les gens ont été très cordiaux, hein, les gens qui étaient très corrects, qui n'étaient pas forcément d'accord, ils sont pas venus me le dire, ou j'ai vraiment jamais eu personne qui rentrait dans... Alors ici, il y a des gens alors là que j'ai pas pu pas convaincre, mais convaincre au moins pas d'essayer, mais de leur dire voilà, si un jour tu croises une douleur ou un problème de sommeil ou de l'anxiété, n'oublie pas qu'il y a le chanvre, et ça sera peut-être le moment d'essayer de voir ce que ça donne. C'est des gens qui sont là puis qui envoient des petites vannes, c'est du cannabis qui fait rire, des choses comme ça, mais qui en ont complètement rien à faire, et pour eux ils pensent que c'est un placebo du cannabis, en fait, que ça ne sert strictement à rien. Il y a des gens qui pensaient, voilà, c'est plus les gens comme ça, oui. Alors quand c'est comme ça, c'est compliqué parce qu'ils ne le disent pas vraiment, mais finalement, dans tous les cas, voilà, on est commerçant, les gens ils peuvent dire ce qu'ils veulent, après mais eux, non, ces gens-là, non, généralement, non, ils gardent toujours la même opinion, et puis c'est dur de les convaincre que c'est pas un placebo, ou que c'est pas un truc dangereux. Bon, mais pour les gens qui ont besoin d'être convaincus, voilà, peut-être c'est le moment de faire passer encore un peu de musique. Et toi, tu avais proposé un deuxième morceau. Un deuxième morceau de musique, alors qui n'a rien à voir, mais qui a quand même à voir un petit peu, parce que ça parle de la Californie et de l'amour pour la Californie. C'est un morceau de musique américaine, des rappeurs. Et du coup, c'est un endroit du monde où j'aimerais bien aller pour travailler là-bas et y vivre, pour cultiver du cannabis CBD et avec du THC aussi.
Parce que là-bas, c'est une plante médicinale et la cultiver et sans avoir de questions à me poser là-dessus. Et c'est quoi comme chanson? Ah oui, mince, j'ai oublié. Du coup, cette musique, c'est California Love. Et C'est Dr. Dre et Tupac. Ok. Et ça tourne. J'avais zappé la musique. Ça va? Ouais, ça va. Ça va. Des moments où je réponds peut-être un peu à côté. Non, c'est bon, ça va. Non, sûr. Non, c'est très bien, c'est très bien. Ok. Et 3, 2, 1 et... Allez. Bon, mais c'est toujours bien avec Tupac, le révolutionnaire de rap, qui a malheureusement... C'est un drôle de personnage, Tupac. Bon, on va pas... bon, je vais pas en parler de Tupac. Non, on laisse tomber Tupac et on va... On peut dire que le cannabis l'a aidé, il l'a dit lui-même. Voilà. Oui. Ça fait partie des gens qui ont prôné pour le cannabis, pour Ouais. dire que c'était pas une drogue mauvaise. Non, ouais, voilà. Bon, mais moi, j'aimerais entendre plus parce que toi, tu as, quand on a parlé avant l'émission et quand on s'est rencontrés la première fois, tu as parlé de la plante de manière qui m'a fait penser de beaucoup de gens que je connais qui ils ont une relation et ils cultivent depuis des décennies cette plante et moi aussi j'avais cultivé cette plante et je peux comprendre un peu voilà, j'aimerais entendre pour toi comment c'est de cette relation avec cette plante. Alors c'est une relation assez spéciale. C'est une plante qu'on aime et qui nous aime. C'est pas comparable avec quand on fait pousser des tomates ou qu'on fait pousser une autre plante qu'on aime bien, parce que c'est une plante qui a des vertus. Alors si c'est une plante qui a des vertus, oui, mais là c'est vraiment une plante qui a des vertus, on les ressent, et quand on a mal à quelque part et qu'on n'arrive pas à soulager nos douleurs avec d'autres choses ou avec des choses chimiques, et que cette plante-là nous aide à nous soulager ou pour l'anxiété ou quoi que ce soit, quand on la cultive, on sait qu'elle va nous apporter ce soulagement. Donc on l'aime et on veut qu'elle pousse bien, et on n'a pas l'impression, on ressent, alors, on va dire qu'on a l'impression que la plante aussi nous aime et qu'elle est là, elle s'offre à nous pour qu'on puisse profiter de ses bienfaits et de ses vertus. Et moi je vois, c'est un bonheur. Après, pour le comprendre, il faut vraiment vivre l'expérience de consommer du chanvre et d'en être content et de voir cette plante qui finalement va être le résultat de ce qui va nous aider à aller mieux. Non, ouais, j'ai vraiment on a un bon rapport avec cette plante. Ouais, ça pousse bien, c'est une plante très spirituelle, on va dire. C'est un peu compliqué à expliquer. Alors après, voilà. Bon, on reste dans le chanvre, donc il n'y a pas de THC dedans, donc on va pas aller très loin dans la spiritualité. Mais quand je dis spirituel, c'est que c'est une plante qui est très bénéfique. C'est une plante qui stocke beaucoup de carbone. C'est une plante qui fait du bien pour la terre. C'est une plante qui peut servir à plein de choses, qui a servi à plein de choses depuis la nuit des temps pour les hommes. Et du coup, oui, on y apporte de l'amour. On a l'impression que voilà, nous apporte de l'amour. Je me sens bien auprès de mes plantes, et des moments, j'ai pas envie de les couper, pour dire. Là, quand c'est le moment de la récolte, vraiment, j'avais pas envie de couper les plantes tellement qu'elles étaient belles, je voulais pas. Je sais que techniquement, on parle de chanvre, mais les races de chanvre sont en fait pas comme ces plantes, parce que les fleurs sont favorisées dans ces races qui sont cultivées pour justement les fleurs. Et le chanvre, c'est cultivé pour les fibres. Donc, une plante de chanvre pour justement faire la corde ou la toile, ouais. Il est grand, il est mince, il n'a pas de fleurs. On a aucune... Les fleurs ne servent à rien. Ouais. Mais ici, c'est cultivé pour les fleurs. Donc... c'est une autre race, en fait. C'est différent, voilà, c'est des croisements qui sont faits, c'est des autres variétés.
qui sont faites exprès pour avoir des plantes plus buissonneuses avec vraiment beaucoup de fleurs et le plus de cannabinoïdes possible, de terpènes possible, tout en restant dans la légalité. Oui, voilà. Mais ça se passe dans le fleur. Ils sont cultivés pour les fleurs, pas pour les fibres. Exactement. Alors c'est cultivé pour la fleur. Alors après, on pourrait se servir de la fibre, mais c'est pas la meilleure plante pour se servir de la fibre. Et on peut sélectionner avant. Alors les plantes qui servent pour la fibre, elles sont vraiment, il y en a qui ont quand même des cannabinoïdes, mais il y en a qui ont vraiment rien du tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que plein de gens qui ont déjà essayé de fumer du chanvre avant que le CBD soit légal, parce qu'ils avaient piqué ça dans des champs de chanvre, on dit que ça leur faisait mal à la tête, on rapportait des expériences, des moments. Et bon, je pense que les gens disent que le chanvre fait mal à la tête. Ah oui, si c'est vraiment du chanvre pour le textile, des choses comme ça, et qu'il n'y a pas trop de vertu dedans, ça va pas être très bon. Et comme tu as dit déjà, tu es né bien après le temps des hippies. Tu as grandi dans les années 80 et les années 90 en fait. Par contre, les échos des années 60 et tout ce qui avait à voir avec le contre-culture, ça résonnait toujours dans la culture. Donc, est-ce que tu as capté ces ondes? Est-ce que tu as déjà dit bon, mais voilà, ma passion pour cette plante est liée à une histoire? Comment dire, je vais réfléchir. Alors moi, vu que bon, j'étais dans la banlieue, on n'a pas vraiment une grande culture, parce que généralement, voilà, même si moi, on n'a pas des parents qui ont le temps forcément trop de nous apprendre plein de choses sur l'histoire de France, sur l'histoire du monde, sur plein de trucs. On a tous des parents, même s'ils sont plus ou moins aisés, qui passent leur temps à travailler, et du coup, on n'a pas trop le temps de papoter avec eux de quoi que ce soit, de plein de choses. Donc la culture, c'est ce qu'on va apprendre à l'école, et c'est ce qu'on va apprendre dans la rue quand on sort. Et tout ce qui est un peu hippie, tout ça, c'était des choses qui étaient pas mal vues, mais on n'avait pas trop de... On entendait parler de Woodstock, après on a entendu des gens qui s'étaient révoltés, bon voilà, mai 68, tout ce qui était cette histoire de contre-culture. Mais de toute façon, dans la banlieue, on est en plein dans la contre-culture, automatiquement, parce qu'on a un argot, et on a une façon de voir les choses qui est différente, et automatiquement, le cannabis fait partie à chaque fois, enfin à chaque fois je sais pas, mais bien souvent à la contre-culture, fait partie de la contre-culture, ou va amener à une contre-culture. Parce qu'automatiquement, ça pose les foules, ça leur ouvre l'esprit, et comme je disais, c'est une plante qui rapproche vers l'amour, la paix, et pas l'individualisme. Ça replie pas, on n'a pas de repli sur soi-même. Les gens pensent... Alors là, je vais parler du cannabis avec le THC, hein. Les gens pensent que les gens qui fument, oui, non, ça c'est de la prohibition contre le cannabis. Quand on voit ça à la télé, on le sait maintenant que c'est faux. Il n'y a pas des gens qui fument comme ça. Ils sont dans le coin d'une pièce et ils sont bloqués dans leur vie à passer leur temps à fumer et s'en sortir sans rien faire. Déjà, c'est pas possible, parce que ça tombe pas du ciel, le cannabis. Donc déjà, ils peuvent pas rester à passer leur journée comme ça, à fumer, à rien faire, et à être déprimés et à s'enfoncer. Non, justement, c'est une plante qui se partagent avec plusieurs personnes, et les gens les fument, et dans les banlieues, les gens fument ça, et ça leur fait du bien pour aller travailler, ça leur fait du bien pour aller affronter les problèmes du quotidien, et tout ce béton qu'on voit, et ce rejet aussi de la société, parce que on est dans une contre-culture. Pourquoi quand on est dans la banlieue? Parce que les gens ne nous aiment pas. Parce que quand on marche et qu'on est habillé avec un survêtement, automatiquement on a un voyou, et quand on parle avec l'argot de la banlieue, on a un voyou. Donc quand on croise une dame dans la rue, elle s'accroche à son sac à main. Même si on est à 10 mètres, elle s'accroche à son... Enfin, quand on s'approche, parce qu'elle pense qu'on va partir en courant avec. Alors que si on aurait vu quelqu'un faire ça, peut-être qu'on n'aurait pas été content, puis qu'on aurait défendu la dame. Tout de suite, donc on est dans une contre-culture, parce qu'on est rejeté de plein de choses, et automatiquement on est obligé de se faire notre culture à nous-mêmes. Et puis de toute façon, moi, c'est pas compliqué, c'est la culture... Enfin... Entre la culture et les lois, c'est une différence, maintenant tout se mélange. Les lois se mélangent dans la culture, les trucs comme ça. Il n'y a plus vraiment de culture, et la contre-culture est peut-être même la bonne culture, finalement. La culture qui est la culture du cœur, qui est la culture de l'amour, qui est la culture des choses qui vont de soi. Ça va de soi. 2 et 2 font 4, ça va de soi. Si je prends une scie que je coupe en bout de bois, il va être coupé en 2, ça va de soi. Et c'est ça la contre-culture, c'est se rendre compte que par exemple, une maison, on peut la faire nous-mêmes, et qu'il y a des gens avant qui vivaient dehors, qui cueillaient, qui chassaient, qui n'avaient pas d'argent, qui n'avaient pas de carte vitale, qui n'avaient pas tout ça. Ils n'étaient pas morts non plus, ils n'étaient pas bêtes, mais
Bon, on ne voudrait pas nous faire croire qu'ils étaient bêtes, mais quand on écoute un petit peu tout, bon, on penserait que les hommes préhistoriques sont bêtes, les Égyptiens étaient bêtes. Mais comme je disais, ils étaient bêtes, mais tout ce qu'ils ont accompli, nous sommes leur évolution. On est l'évolution de eux, mais je pense voilà, on est bloqué par plein de lois, plein de choses qui nous écartent de notre culture, et la contre-culture est peut-être la porte ouverte pour aller vraiment vers la culture qui nous est destinée à la base, nous les êtres humains, notre vraie culture humaine. Et le cannabis fait partie des plantes qui vont aider les gens à s'ouvrir, à trouver la porte, peut-être voilà, comme dans Stargate, la porte des étoiles, une porte qu'on a tous au fond de nous pour pouvoir s'ouvrir vers les autres et vers la société. Ça va de soi, je dirais, c'est pareil. Voilà. Et le chanvre, le CBD, c'est pareil. Alors ça va pas être pareil, mais ça va quand même jouer dans la contre-culture, puisque c'est pas un culturel. Le cannabis, c'est culturel en France, parce que bien sûr c'est culturel, parce qu'on est le plus gros pays fumeur d'Europe. Donc c'est très culturel. Il y a plein de gens qui fument, c'est pas dit, mais il y a plein de gens qui en consomment. Ça n'a jamais été vraiment vu par la majorité des gens vraiment comme la plante du diable, oui et non, mais il y a quand même plein de gens qui savent très bien, parce que souvent on dit oui. Bon, c'est pas si dangereux que ça, on sait que c'est une drogue douce, quoi. Même si elle n'était pas classée. Donc du coup, il y a une contre-culture quand on consomme du CBD, parce qu'on va un peu à l'encontre de tout ça, et puis on rentre dans une autre culture qui contre la base, voilà, le cannabis, non c'est dangereux, non c'est une drogue, non c'est pas bon. Voilà. Donc automatiquement, on va devenir un marginal, quoi, un peu, un truc comme ça. Oui. Bon, mais moi je trouve que ça c'est très bien dit, c'était fascinant. Je te remercie beaucoup pour ce temps. Merci à toi. Pour participer avec le projet de KTB Radio, Radio du Peuple, et de participer aussi avec ce projet que je fais, le Contre-culture Vue du Bouèche. Merci Paul-Élie. Ben de rien, j'avais un petit mot pour finir, voilà. S'il te plaît. Je redis bien, on parle d'un truc qui n'est pas autorisé, on a parlé aussi du CBD qui est autorisé. C'est litigieux, mais il faut savoir utiliser les choses quand on en a besoin. Voilà. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui va dire qu'il est pour, par exemple, la légalisation du cannabis, qui consomme du cannabis. Moi, je parle de cannabis, ça ne veut pas forcément dire que je consomme du cannabis avec du THC. Mais je sais que c'est une plante qui est bien et qui préfère des bienfaits, donc je suis pour la légalisation du cannabis, bien évidemment. Ça, je tenais à le dire quand même, et je le dis. Mais je ne sors pas du rang, voilà, je travaille dans le chanvre et je reste dans le chanvre. Je le dis quand même pour les gens qui pourraient extrapoler, voilà. Je reste dans les rangs, sinon je ne serais pas professionnel et je n'aurais pas un commerce à faire. Bien entendu. Je te remercie bien, c'était très sympathique cette émission. Merci à toi. J'ai peur d'appuyer le bouton, mais je vais l'appuyer. Stop. J'avais pas bien compris en fait, vraiment j'aurais dû mieux répondre à la première question quand tu m'expliquais un petit peu par rapport au climat social ou dans la banlieue, tout ça avant mais c'est vrai que j'aurais pu quand même dire que ça a une place importante dans la banlieue parce que ça aide les gens à traverser une certaine misère, certains trucs. Écoute, c'était vraiment très bien. C'est bien, bah nickel, oui. Impeccable. Tu as parlé de ça. Pas d'une seule manière. Donc, tu as traité ce sujet de plusieurs manières, ça va. De manière très fine. Non, c'était très bien. Ah bah, merci. C'est bien. Heureusement, tu as le bagouille. Tu peux parler parce que moi, j'étais assez, je sais pas assez bien préparé peut-être. C'est aussi parce qu'il y a tellement de facettes. Oui, et donc moi je suis un peu, est-ce que je parle de ça? Non, est-ce que je parle c'est moi qui étais coincé, toi tu étais vraiment... C'est pareil, ma pensée s'échappe beaucoup parce que je pense beaucoup, donc je vois ce que tu veux dire. On pense à un truc, puis il y a autre chose, puis hop, 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 puis c'est tellement vaste que finalement... Oui, j'ai voulu un peu j'ai voulu forcer un peu cette histoire de contre-culture, c'est-à-dire l'histoire de contre-culture. Oui. Mais si pour toi c'était... ça faisait pas partie de ta vie, quoi. Tu l'as dit, donc ça sert à quoi pour moi de répéter les questions? Ouais, je vois, oui, j'ai pas eu de, je suis pas, voilà, j'ai pas vécu là-dedans. Non, mais c'est pas une question de moi non plus.
j'ai vécu évidemment un peu dedans, mais sans que ce soit mis en avant, tu vois, sans que ce soit... Je suis plus vieux que toi, mais par contre, moi j'étais punk. Moi j'étais pas hippie, hein. Je Oui. trouvais des hippies crunk. Ouais, t'étais punk, ouais. C'est, Ah bah nous aussi, oui, parce qu'on a été des... C'était c'était bien, mais j'ai merdé un peu, donc il y a un endroit coupé. Ah, donc Mais- je vais couper. C'est noté. Et est-ce que je te donne la musique maintenant? Ouais. Ok, je peux te. Et toi, tu peux t'échapper, hein? Allez. C'est. On peut écouter l'émission quand alors Ça, je Euh, vais te dire, je crois, dans une semaine à peu près. Parce que du coup, normalement, c'est le dernier mardi. Bah, la semaine prochaine, ce sera du coup le premier, le 2. Le 2, ça va être le 2. C'est ça, hein, c'est le 2. Hein. Mardi la semaine prochaine. Allez, je fais ça. Et après, ça va être dispo comme podcast, donc je peux envoyer la lienne aux gens pour écouter. Je vois. Parce que moi, en fait, j'ai l'histoire de contre-culture, c'était trop dans un domaine qui c'était. C'était une vie où j'étais pas dans la loi du tout. Donc je pouvais pas trop discuter après là-dessus. Parce que sinon, il y avait. Si ça avait été une contre-culture un peu plus hippie, tu sais.